un débat que moi je me suis longtemps posé, qui est intéressant de poser à quelqu'un qui a la pratique et qui vit au milieu des chiennes depuis 41 ans, c'est êtes-vous raciste canin, on pourrait dire en plaisantant, c'est-à-dire est-ce que vous considérez que c'est l'inné ou l'acquis qui prime, c'est-à-dire que les races de chiens, ça détermine leur comportement ou pas. C'est-à-dire que les staffs, par exemple, sont obligatoirement dangereux, ou bien l'inverse. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat qui est un grand débat? Alors déjà, moi, le terme chien dangereux me gêne. Je pars du principe qu'un chien par nature ne va pas forcément être dangereux, même si au niveau de la sélection, on a fait des sélections sur les chiens, on a effectivement des chiens qui vont avoir des, comment dire, des caractéristiques de personnalité, des caractères très très trempés qu'on va utiliser dans la police, qu'on va utiliser dans l'armée, etc. Où là, on ne va pas prendre un chien, voilà, on va chercher des génétiques bien précises. Donc on a des, comme chez nous d'ailleurs, hein, comme chez l'humain, on va avoir des chiens qui dans l'inné vont arriver avec un bagage caractériel plus ou moins fort, avec un bagage de personnalité plus ou moins fort. Et va venir se greffer, alors qu'est-ce qui est la partie innée acquis? Moi j'ai tendance à dire, même si je me trompe, c'est possible, hein, je suis pas... j'ai tendance à dire que l'inné prend un petit peu le dessus, quand même. Parce que l'inné, c'est la matière brute, finalement. C'est la matière brute qui arrive, et après, ben, on va la modeler, cette matière brute. Et c'est vrai que si on prend un chien qui a un très très gros caractère, et suivant la façon dont on va le modeler avec l'acquis, donc dans l'éducation, dans ce qu'il va apprendre lui tout seul, et dans ce qu'on va lui apprendre nous, on va modifier des comportements. Par contre, on ne va jamais modifier les traits de caractère. On ne peut pas aller modifier un trait de caractère génétique, c'est pas vrai. On peut modifier des comportements, on peut modifier tout un tas de choses, mais on ne peut pas modifier le caractère de l'être, ni sa personnalité. Moi, je vais pouvoir prendre des gants, par exemple, dans cette interview. Pour autant, dedans, mon caractère boue. Donc mon caractère, même depuis le temps que je vis, il n'a pas changé, il est le même. La personnalité est la même. J'ai juste appris à moduler. Mais pour autant, je reste comme je suis. Oui, mais alors, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à éduquer des chiens dangereux? Pour moi, il n'y a pas de chien dangereux. Vous arrivez Déjà, toujours pour moi, il n'y a pas de chien dangereux. Moi, j'ai travaillé sur du pit, par exemple, hein, puisqu'on est en catégorie 1. Pitbull, hein, c'est des catégories 1. C'est des chiens tout à fait normaux. Alors, on le sent cet inné. Hein, c'est pas arrivé comme ça par hasard. Hein. Donc il y a des caractéristiques bien précises comportementales. Après, dans l'éducation, on fait des chiens super sympas. Quand on prend des chiens catégorie 2, voilà, ça c'est des catégories qui ont été mises par l'humain. Hein. Le Roth, l'Amstaff, etc. Ce sont des chiens normaux, mais avec un potentiel qui nécessite quand même des éducations particulières qui ne seront pas les mêmes que, je sais pas moi, sur le petit border collie qu'on voit souvent chez les positifs, par exemple. Hein, ça ne s'éduque pas de la même façon. D'ailleurs, quand on voit des photos, on les voit toujours avec ce type de chien. On ne les voit jamais avec des Amstaff, ou avec du Malinois, ou avec des chiens comme ça. Donc je rebondis un petit peu sur l'interview précédente. Mais pour moi, il n'y a pas de chiens dangereux, il y a des chiens avec des caractères différents. Et après, c'est l'éducation qui va nous permettre de tempérer tout ça, et d'intervenir quand il faut. Et c'est là aussi où on rebondit sur la fois d'avant. Je vais peut-être pas avoir besoin d'interdire fortement sur un chien, je sais pas moi, type Labrador par exemple, et pas d'interdire plus fortement. Je n'ai pas besoin d'être aussi attentif que sur un Malinois de lignée de travail. Où là, il va falloir que je sois un petit peu plus attentif et que je lui apprenne à se modérer, à être plus tempéré, à réfléchir davantage avant d'agir. Oui, mais alors, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas de formation particulière ou qui est âgé, etc., d'avoir un Malinois ou bien un chien-loup, c'est-à-dire un Tchécoslovaque ou un Sarlos? Je vais dire oui,
Je vais dire oui à condition, déjà qu'il tombe sur le bon chien, parce que qu'on prenne un Sarlos, un Tchèque ou un Malinois ou un Rottweiler, déjà quand on va aller voir la portée, on va voir que sur les 6 ou 7 chevaux qui sont là, il y a 6 ou 7 tempéraments différents. Il va y avoir en début de chaîne le gros tempérament, où là il va peut-être falloir se faire aider par un éducateur, et puis en fin de chaîne, on va avoir le petit toutou tout gentil, et pourtant ils sont frères et sœurs. Donc oui, il va y avoir des chiens qui vont être adaptés, il y a des gens qui prennent le Malinois qui n'ont jamais un problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur le Malinois, qui était cool. Oui, mais quand même, il y a des problèmes avec des chiens à la mode comme les Malinois, les Tchécoslovaques ou les Sarlos. Il y a des problèmes, il y a paraît-il 70% d'abandon. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des problèmes parce que il y a trois points. Un, la mode. La mode? La mode. Déjà, on ne choisit pas un chien parce que c'est la mode. Hein. On choisit un chien, et là, je vais dire, c'est au particulier quand même à dire, bon, moi ce chien-là me plaît bien parce que, je sais pas, il était faire la guerre, je vais prendre un Malinois. Non, on se renseigne sur la race. On se renseigne sur les éleveurs. Oui, mais il y a la plupart des gens actuellement, enfin moi je sais pas, je vois autour de moi, ils regardent la taille, la couleur, ils ne regardent pas la race, ils s'en foutent. Hein. C'est un peu comme si on prenait un flacon sans savoir, sans regarder l'étiquette, si ce n'est que l'étiquette est jolie ou pas jolie. Ah mais ça fait 40 ans que je me bats là-dessus. En 40 ans, j'ai eu une fois un client qui est venu me voir en me disant « j'ai pas de chien, je veux en acheter un. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi j'aimerais bien cette race. » Un client en 41 ans. Ça fait pas beaucoup, hein. J'en ai passé quelques milliers. Hein. La plupart du temps, ils arrivent, ils ont déjà le chien, ils ont déjà le problème. Donc déjà, s'il y avait, là il y a différentes sources, hein. Il y a un, les particuliers qui ne se renseignent pas, deux, les éleveurs qui bien souvent, ben, c'est leur gagne-pain. Hein. C'est leur gagne-pain. Donc quand ils ont un client lambda et qu'il faut vendre le chiot et qu'ils ont besoin de payer l'URSSAF derrière, ben, ils disent allez, on vend le chiot. Et puis le problème, ben, c'est que le chien, quelquefois, tombe sur des gens qui ne seront pas à la hauteur, mais eux, ils ont vendu. Donc je ne vais pas tomber dans le, dans le dialogue de sourds avec les éleveurs non plus, mais il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Après, voilà, il y a ce système de mode. Et est venu se greffer là-dessus ces méthodes d'éducation en plus. C'est une méthode d'éducation positive en plus. Ah oui, ah oui. Pensez que ça complique le problème. Ah ben ça n'arrange pas, hein, ça n'arrange pas. À l'heure d'aujourd'hui, moi je veux dire, j'ai jamais vu autant le bazar dans le chien que maintenant. Voilà, c'est un gros bazar où le particulier finalement, ben, il cherche là où c'est le plus simple, et c'est pour ça qu'il se dirige d'ailleurs beaucoup vers la méthode positive, parce que dans la méthode positive, il y a positif. C'est séduisant. C'est séduisant, positif, c'est agrémenté de petites fleurs et tout ça. Et quand il demande à un éducateur comme moi, je leur dis non, un chien, c'est du travail, c'est du temps, c'est quelquefois des difficultés, c'est voilà, c'est du boulot, c'est pas la petite image, c'est pas un pot. C'est pas un pot, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui va s'exprimer, c'est quelque chose où il va falloir mettre des règles quelquefois. C'est pas si simple. Et c'est valable aussi pour les éducateurs. Les gens qui veulent devenir éducateurs, moi je leur dis le premier jour quand ils viennent, hein, vous allez sur un travail compliqué. Parce que vous allez trouver 80% de gens qui viennent vous voir avec des chiens à problème. Eh oui. Rassurez-vous, si vous voulez faire de l'éducation qui n'est pas compliquée, ne venez pas chez moi, avec mes résultats et tout ça. Venez pas chez moi. Allez vers la méthode positive, parce que là, il n'y a pas de complications, tout va bien. Donc vous pensez que la méthode positive, c'est aussi un argument de vente? Bien sûr que c'est un argument de vente. Bien sûr. Vous savez, les gens vivent dans on vit dans une société aujourd'hui où les gens ont tellement de soucis, autres que le chien, hein, de vie, ont tellement d'autres soucis, que quand on leur montre la petite baguette magique de tout est beau, tout est bon, tout est gentil, les gens disent on va aller vers le tout est bon, tout est gentil. Bien sûr qu'on est sur du marketing voulu et surtout sur un accès aussi à cette profession
qui finalement fait penser aux gens qui, eux, ne savent pas et qui veulent aller vers cette profession, que c'est simple à être éducateur. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas durer longtemps d'ailleurs. Parce que quand ils se sont mangés un chien une fois, après ils disent ah non, moi je laisse tomber, c'est pas ça pour moi l'éducation. L'éducation c'est un ensemble, il y a des chiens faciles, il y a des chiens moins faciles, il y a des chiens difficiles, il y a des chiens à problème. Et en tant que professionnel, il faut savoir répondre à tout le monde.